Alors, Paul-Maurice Morel, bonjour. Bonjour madame. Bien, merci d'avoir accepté de témoigner pour le centenaire d'Horte France. Vous êtes un ancien élève d'Horte Lyon. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter, donner votre nom, donc votre âge, où vous avez grandi et quelle est votre profession actuelle? Alors tout d'abord, je souhaite bon courage à tous les confinés comme moi. J'aurais préféré vous rencontrer de visu et puis avoir un échange il est chaleureux mais plus convivial. Mais on va essayer de créer de la convivialité à partir du net. Alors je suis originaire de Lyon. Je suis né à Lyon et je suis parti très jeune de Lyon pour le Dauphiné, la Drôme, plus particulièrement à Romans, où j'ai suivi ma scolarité dans le primaire. Et je suis retourné sur Lyon, bien entendu, en suivant ma famille, qui s'est réinstallée à Lyon. Et au bout de quelques années, j'ai intégré l'Horte, mais on y reviendra, je pense, plus tard. Puis, je me suis très vite trouvé une vocation pour les arts culinaires. J'avais une passion pour Paul Bocuse, en bon lyonnais. Et un rêve, c'était de rejoindre ses équipes. Et très vite, je me suis donné comme objectif de le faire. J'en avais plusieurs, mais celui-là m'était vraisemblablement accessible. Et j'ai réussi à intégrer ces équipes au bout de quelques années de vie étudiante et d'engagement de jeunes stagiaires, de jeunes payant ses études. Ça m'a permis de faire des contacts et de postuler chez Paul Bocuse, où j'ai été pris comme contrôleur de gestion. Je ne suis pas resté, j'ai pu partir pour mieux revenir. Et actuellement, je suis directeur général du groupe et associé, puisque nous avons repris avec Jérôme Bocuse et Paul Bocuse la part d'un fonds d'investissement qui avait racheté le groupe quelques années plus tôt, mais on y reviendra peut-être. Voilà, donc je suis directeur général du groupe Bocuse et président de l'association de la Fondation Bocuse, qui est assez importante à mes yeux. Est-ce que vous voulez des réponses courtes ou pas? Parce que je suis le roi de la réponse longue, je suis un ancien dyslexique, donc je vais vous faire des trucs. Et si vous me donnez 15 secondes, 20 secondes, à chaque fois, je les tiens. Par contre, voilà. Je vous le dirai, c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. Non, non, c'est très Et je bien. regarde assez la caméra, je ne sais pas trop où elle est sur cet ordi. Donc, voilà. Regardez droit devant vous et c'est parfait. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Vous êtes... Non, non, c'est très bien. Donc, du coup, donc, vous êtes passé par l'Horte Lyon. Quelles études avez-vous fait à l'Horte Lyon et quelle période, à quelle période? Alors, je suis rentré dans une période très délicate de ma vie où je suis dyslexique. Je le suis encore, mais je me soigne. Et où l'Horte m'a donné ma chance, alors que peu d'établissements ou plus aucun me donnait ma chance. C'est-à-dire que j'étais en collège privé à l'internat, parce que mon père essayait de me soigner de mes différents maux. Hein. La dyslexie amène une forme comment dirais-je, de compensation, où on a envie de faire un peu l'idiot, de faire rire les autres, on compense. Et à une époque où plus personne ne me faisait confiance, ben, l'Horte m'a tendu la main et j'ai pu rentrer à l'équivalent de la quatrième, troisième, où je suis rentré dans un cycle professionnel en comptabilité. Voilà, et où j'ai vécu des choses aussi difficiles pendant cette période, le départ de mon frère d'un accident de voiture, et où j'ai été beaucoup aidé par des dames notamment, et par la qualité de l'enseignement qui était à part, où on faisait confiance à l'élève, et il y avait une part de spiritualité qui était très importante à mes yeux, mais une spiritualité que je pouvais toucher du doigt par l'exemplarité de certains enseignants, que je n'avais pas forcément vécu dans d'autres collèges privés ou dans l'enseignement public. Quand vous dites exemplarité de certains enseignants, qu'est-ce que... L'humanité, tout simplement, des gens humains qui jugent une personne pour ce qu'elle est, pas pour ses fautes d'orthographe, qui jugent une personne euh, pour ce qu'elle a en soi et pas pour une attitude, qui donne plusieurs chances. Voilà. Et je pense que c'était lié à l'éducation religieuse que nous avions. Alors pour certains, euh,
plus précisément, pour d'autres, c'était plus général. Et il y avait une ouverture d'esprit que je n'avais pas retrouvée auparavant. Et Et puis une justement, rencontre. vous avez aussi mentionné le terme spiritualité. Vous faites référence à quoi exactement? Mon cours de religion, voilà, que nous avions, voilà, qui m'intéressait beaucoup, à l'approche religieuse que certaines des mamans de mes amis avaient. Moi-même, j'ai vécu avec une éducation éduquée par ma grand-mère catholique. J'ai été élevé par une Marocaine qui vivait chez nous parce que mes parents étaient comment dirais-je, peu présents, tenus par des engagements familiaux et professionnels. À la campagne, j'ai une très belle enfance, mais j'avais des gens très spiritueux, très, très religieux autour de moi, et cet aspect m'a beaucoup plu. Voilà, et surtout le respect de cette religion. Voilà, il n'y avait pas d'hypocrisie comme j'ai pu l'entrevoir ailleurs. Mhm. Euh, Est-ce que du coup cette dyslexie en fait était diagnostiquée à cette époque-là et est-ce que vous avez été aidé pendant votre scolarité à l'ordre par rapport à cette difficulté? Alors, la dyslexie, oui, elle était flagrante chez moi, hein. Il y a beaucoup de 10 en ce moment, c'est à la mode. Alors, au-delà de la mode, on est plus proche des enfants et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé alors une éducation assez matriarcale, orientale, que j'aime beaucoup. La dyslexie, elle a été décelée chez moi, je pense, au CM1, CM2, avec des cours d'orthophonie. Parce que j'avais même des difficultés à décrocher le téléphone où j'avais un stress à mémoriser certaines choses. Et dès que le stress arrivait, bon, j'avais une perte de moyens. Mais chez l'orthophoniste, curieusement, je me concentrais, je me faisais violence, entre guillemets. Ça allait bien. Et puis je retournais en cours et là j'avais moins 40, moins 20 en orthographe. Voilà, et je compensais, j'avais une agilité en mathématiques. Voilà, je commence maintenant à comprendre ce qu'elle dit la dyslexie. Mais la confiance qu'on m'a redonnée en moi compensait largement tous les pseudo-spécialistes, pardon, vous voyez, qui m'aidaient à me remettre les mots dans l'ordre, à l'écrit ou à l'oral. Donc, c'était simplement le fait qu'on me donne qu'on ait confiance en moi. Voilà. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai rédigé pour la première fois en français à l'Orte une synthèse de poèmes, je crois, de mémoire. Et pour la première fois, c'est Madame Garot. Il y avait deux dames qui s'appelaient Guy Garot, Madame Garot, qui m'a écrit quel sens littéraire. Vous voyez, avec un point d'exclamation. J'en attendais pas tant. J'avais une sensibilité littéraire, mais je faisais tellement de fautes d'orthographe que les professeurs, auparavant, ne voyaient que les fautes d'orthographe. Tandis que Madame Garot, une partie de l'enseignement de l'ordre, une grande partie, je pense aux femmes, aux éducatrices, aux femmes des dirigeants de l'Orte Lyon, regardaient encore une fois à travers les apparences. Donc ça veut dire que vous ne faisiez plus l'idiot pendant votre scolarité à l'Orte? Peut-être, je le fais encore, hein, dès que je peux. Faites attention d'ailleurs. Mais je me soigne encore. Je compense. Voilà. Non, je faisais moins l'idiot. Je ne sais pas. Et puis j'ai eu un drame familial qui m'a calmé. Et juste après, j'étais dans les premiers de ma classe. Après cette réinsertion qui m'a été donnée à l'ordre, j'ai pu réintégrer un système scolaire traditionnel. Je dirais pas normal, mais traditionnel. Parce que la norme, elle est, je considère, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui chez Paul Bocuse, qu'on doit différencier culture et intelligence pratique à la culture, l'intelligence vive. C'est d'ailleurs ce que j'ai reconnu dans beaucoup de mes copains de l'Orte, qui avaient déjà beaucoup d'expérience professionnelle, puisqu'ils étaient impliqués dans les commerces, dans les activités de leurs parents. Voilà, ça c'est un type d'éducation, beaucoup moins chez d'autres copains que j'ai vus dans d'autres écoles. Et ça m'a beaucoup apporté. Et on reconnaît là le sens pratique. Voilà, et l'intelligence, pour moi, c'est le sens pratique. Voilà,
voilà, je l'ai vécu d'ailleurs à l'école d'officier plus tard, où je me faisais une idée assez importante des hauts diplômés que j'ai pu fréquenter à l'école d'officier et où je leur mettais une pâtée à la belote ou au tarot. Et je vais cibler même les gens de l'ENA et de l'ENM. Les élèves de l'ENA et de l'ENM, vous leur demandiez, et vous pouvez le diffuser avec fierté, vous leur demandez ce qui s'est passé le 17 avril 1712, ils vous expliquent la veille et le lendemain tout ce qui s'est passé. Par contre, ils ont parfois très peu de sens pratique. Alors, quand ils ont les deux, c'est merveilleux. Mais voilà. Et ça, il a fallu que j'attende l'âge de 21, 22 ans pour m'apercevoir et pour être certain que le bon sens était la vraie valeur. Après, une instruction, c'est une main sur une poignée. Ça ouvre beaucoup plus de portes si vous avez une instruction, des diplômes plus importants. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire un beau cheminement avec un seul diplôme. Donc voilà. Mais après l'ordre, j'ai pu suivre un cursus, je dirais, traditionnel et aller dans des années post-bac normal, alors qu'on me prédisait à l'âge de 11 ans, avant mon passage à l'ordre, que je n'aurais jamais le bac. Et justement, comment vous ou vos parents, votre famille a connu l'ORT en fait? Alors, c'est tout simple, je suis fils de coiffeur. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. Où j'ai aidé ma maman, notamment les fins d'année, les samedis soirs, voilà. Et nous avions des amis dans la communauté juive lyonnaise, voilà, un peu désespérés. Mon père étant quelqu'un d'assez dur, qui ne comprenait pas la dyslexie, mais qui était un homme très engagé, eh bien, avait laissé tomber. Et ma mère a eu l'idée d'appeler Monsieur Azoulay, qui avait un frère qui était directeur de l'ORT et qui, malgré mes turbulences et mes bulletins scolaires affreux, m'a fait confiance. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette filière de la comptabilité? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur cette orientation? Non, moi j'aurais choisi mécanique ou pâtisserie au même âge. Et encore pâtisserie, il fallait se souvenir des recettes, c'est un métier d'alchimiste. Comptabilité, parce que j'étais assez fort en calcul mental. Je ne maîtrisais absolument pas ce problème de dyslexie, Et la comptabilité, je ne regrette absolument pas, c'est mon père qui m'a aiguillé dans ce domaine. Ça vous donne une structure mentale, débit, crédit, hein, c'est tout simple. Voilà. Il y a un parallélisme des formes dans la comptabilité générale, dans la comptabilité analytique, qui m'aidait certainement à me soigner, entre guillemets, et puis surtout professionnellement, qui vous donne des acquis qui vous sont utiles jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Ça, vous le dites aujourd'hui, mais est-ce que vous en aviez conscience déjà à Mon l'époque? père en avait conscience. Et il me l'avait exprimé avec ses mots à lui, en me disant « ça te servira toujours ». Voilà. Si tu en feras ce que tu peux, ce que tu veux, mais voilà. Ça te servira toujours. Et ça m'a servi, je vous le confirme. Et du coup, ces années passées à l'ORT, vous les avez plutôt bien vécues, à part le drame familial que vous avez connu, mais... Très bien vécu. Je me suis fait un ami proche que j'ai un peu perdu, deux ou trois amis proches que j'ai perdu de vue. Le drame que j'ai vécu, forcément, j'ai des images très imprégnées de soutien, de dames, d'un prof d'histoire plastique, d'histoire plastique, d'art plastique, je crois qu'on dit maintenant, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, voilà, où j'ai pu exprimer par le dessin mes peines, ma peine et celle que j'avais pour ma maman, pour mes proches. Donc j'ai des souvenirs, oui, assez précis, une forme de renaissance. Vous en avez professionnellement, je pense, vous en avez dans la vie familiale, on en a tous, des rencontres, des périodes de la vie, et l'ORT en fait partie, même si j'ai fait que deux années, elle fait partie des moments charnières de ma vie, dans mes choix, où j'ai appris à me connaître. De toute manière, le sujet est là dans l'apprentissage. C'est connais-toi toi-même. Hein, donc, j'ai appris à me connaître. C'est Socrate. Vous n'avez fait que la 4e et la 3e? Non, j'ai fait, oui, j'ai passé, alors je ne sais pas comment on appelait ça,
J'ai passé plusieurs diplômes professionnels en même temps, parce que j'y arrivais bien. Je pense j'ai passé le CAP, le BEP, comptabilité et gestion, ce qui m'a permis d'avoir une équivalence. Pareil, on m'a donné ma chance en internat, mais parce que je finissais par avoir des bonnes notes, et puis je venais d'avoir ce drame. Ça a dû émouvoir quelqu'un avec qui je suis rentré en ligne, je gardais en contact, qui s'appelle toujours Georges Tranchard, qui en plus et qui était à Saint-Thomas d'Aquin, qui était surveillant général, qui m'a donné ma chance. Et puis maintenant, je suis ambassadeur de leur école où voilà, ils m'ont aussi de parrain de promo, des choses. Quand je peux aider, j'essaye, avec les maîtrisiens aussi, en espérant qu'ils donnent, moi je le souhaite, à chaque fois leur chance à beaucoup plus de monde, ces écoles privées. Voilà. Et vous parlez à plusieurs reprises de ces dames de l'Ort. Pour qu'on comprenne bien, c'était des enseignantes, Alors, il y avait une professeure d'histoire juive qui s'appelait Madame Eladad, qui nous a enseigné la Shoah et le respect de l'histoire, qui sont imprégnés pour moi, puisque mon père m'a eu tard et mes parents avaient une différence d'âge. Et ils avaient 20 ans d'écart. Et du coup, j'ai un papa qui était né en 17 et qui avait vécu la guerre, qui exprimait très peu, qui remontait avec les Américains et qui a œuvré pendant la guerre. Mais vous savez, quand on vit des drames, on a du mal à en parler. Je crois qu'il y a même un stress, je viens de le lire, c'est l'atavisme qui se transmet de génération en génération pour ceux qui ont vécu ces stress-là. Et je pense que la Deuxième Guerre mondiale, à certains égards, était plus que stressante. Et Madame Eladad arrivait à mettre des mots sans rancœur sur des actes odieux, odieux qui n'ont pas d'adjectif. Et voilà, je pense à cette dame avec une douceur et un respect de sa religion, de la religion. Pour moi, il n'y en a qu'une, c'est celle auquel on croit. Et on croit et on a le respect des autres. Et on le voit dans le regard des gens. Et je crois que les femmes elles ont moins de testostérone et moins d'ambition, peut-être. Et puis elles enfantent, c'est la plus belle des choses. Donc je crois qu'on voit plus la présence de Dieu dans le regard des femmes. Et je la voyais dans cette dame. Moi, plus tard, j'ai fait des retraites chez des sœurs à Mazie, etc. Et je voyais le même regard. Ou le même regard que j'avais. Ma nounou était musulmane, elle priait 3 fois par jour. Elle avait ce regard-là sur la vie et sur les autres. Voilà, c'est ce que j'ai vu chez Madame Eladad. Et puis, dans le même esprit, avec plus de proximité, un peu moins de pudeur, parce que c'est un enseignement plus proche. Je me souviens de ces deux dames, Madame Garot, qui était prof d'histoire et de civilisation, et une autre dame qui était prof de comptabilité et de français. Et c'était cette autre dame que je n'arrive pas à retrouver, qui m'avait mis quel sens littéraire auparavant. Et elle croyait, si elle ne croyait pas en Dieu, peut-être, je ne sais pas, en tout cas la troisième dame, elle croyait à ses enfants, à son rôle dans l'éducation. Et c'est ça, croire en Dieu, c'est croire à l'autre et être un tuteur. Et j'ai trouvé des tuteurs, je ne sais pas si on dit tutrices, mais voilà, j'ai trouvé des tutrices. Et puis la religion juive m'a beaucoup intéressé. Voilà, ça m'intéressait. Je ne savais pas qu'après, je pourrais lire autant ou faire de la philo comme je l'ai pu le faire quelques années plus tard. Alors, vous quittez l'Orte-Lyon autour de la fin des années 80, début des années 90, c'est ça? C'est un peu chanson. Hein. C'est une chanson de Jonas d'ailleurs, Michel Jonas. C'est le début des années 80 commence. J'aime beaucoup. On va la mettre en fond. Vous voyez, il faut faire attention parce que je vous l'enverrai en lien. Oui, c'était 80, ça ne me rajeunit pas. Fin des années, exactement 90, mais on reste dans les années 80. Et je rentre à Saint-Thomas d'Aquin. Pour passer un bac comptabilité. On va rester dans la chanson avec des vieux classiques. Sardou, maintenant, un bac à bon marché, un bac G. Voilà. Mais c'était déjà pas mal, puisque j'avais de très bonnes notes et le niveau était important, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et assez rapidement, vous allez vous orienter dans le domaine des arts culinaires, de la restauration. Hein. C'est assez vite, je crois bien. Oui, parce que je sais que je ne suis pas fait pour la théorie. Il faut que ça bouge, il faut que je crée. Et mon père veut m'inscrire à Lausanne, l'école de l'hôtelière de Lausanne, et se crée dans le même temps l'école des arts culinaires et de l'hôtellerie à
à l'initiative de Jack Lang et de Paul Bocuse, bien sûr. Et à l'époque, c'est une école qui demande certains efforts et mes parents l'acceptent. Je suis pris en plus, comme à Lausanne. Pardon. Donc, j'ai foncé. Il préférait que j'aille à l'étranger. Et quand il a vu qu'il y avait Paul Bocuse, qui est une sommité lyonnaise et même française, c'était un des Français vivants les plus connus au monde à cette époque-là, eh bien, j'y suis allé et je ne me suis pas trompé. Et ensuite, du coup, vous avez poursuivi, vous êtes rentré aussi rapidement J'ai fait des stages internationaux, je suis parti en Chine, Angleterre, États-Unis. C'est important pour les jeunes, si certains nous regardent. Je pense qu'il faut d'abord agréer des langues étrangères, et idéalement l'anglais, c'est comme ça. Voilà. Et ouvrir aussi, voir ce qui se passe ailleurs. On se fait des rêves d'autres pays. J'avais le rêve américain, je suis vite retombé sur Terre, parce que ce n'est pas des pays plus faciles que les nôtres. Les choses vont plus vite, mais dans un sens comme dans un autre. Voilà. Et puis la Chine, où j'avais signé un service volontariat en coopération de 16 mois. Et je suis parti en Chine grâce à un de mes amis, puisqu'on avait monté une agence de voyage, Patrick Menahem, si tu m'entends. Et on avait monté une petite boîte comme ça, et qui s'appelait Tradal Service, qui faisait de l'agent de voyage. Et je devais faire le service national et j'ai attaqué une coopération en Chine. Et puis, l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui faisait l'import-export de chaussures de sport, n'a pas eu l'agrément du ministère de la Coopération. Du coup, j'ai fait l'école d'officier. Alors, la Chine m'a beaucoup appris aussi, parce que c'était très dur pour moi. Je pensais avoir voyagé, être costaud. Mais quand vous êtes au fond des terres, à 300 km d'un aéroport en Chine, c'est une autre civilisation, réellement. Ils ont 5 points cardinaux, on en a 4. Ils raisonnent complètement différemment. J'étais assez content de revenir. Et moins content de faire l'école d'officier, je dois l'avouer. Mais si je ne voulais pas faire un service long et perdre mon temps, voilà. Et c'est malheureux. J'avais une fausse idée des choses, on l'a souvent. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur les autres. Et comme je le disais auparavant, j'ai pu faire la différence entre culture et intelligence. Voilà, notamment à l'école d'officier où j'ai rencontré des gens formidables. Je pense aux X, aux polytechniciens, aux arts et métiers, qui mêlent à la fois un sens pratique et technique à une culture générale approfondie et même philosophique. Polytechnicien. Et ensuite, du coup, c'est là que vous êtes rentré un peu, je crois, chez Bocuse. Juste après, je monte une plage privée. J'ai le sens de l'entrepreneuriat. J'ai pas à Bormes-les-Mimosas, à côté du fort de Brégançon, pas loin de la bâtisse présidentielle. Et avec un de mes amis que je me suis fait à l'Institut, Paul Bocuse, et j'ai croisé, avec lequel j'ai bossé à Londres. Et ça marche très fort, mais je candidate parce que je sais que j'ai besoin d'un apprentissage. L'apprentissage, c'est réellement le mot. Et je candidate comme contrôleur de gestion dans le groupe Bocuse, où, à mon grand bonheur, je suis pris avec un entretien avec Paul Bocuse, que j'avais croisé auparavant, sans pouvoir prendre au moins 15 minutes pour lui parler. Ça a été le cas là, et ça a été une confirmation de mon amour pour ce monsieur. Du coup, ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez dans ce domaine de la gastronomie, des arts culinaires. J'ai fait une passade de 10 ans chez Alain Mérieux, aussi un autre qui est dans la vaccinologie pour sa fondation et toujours dans ce métier, en effet, dans l'accueil de ses hôtes, dans un centre de conférences notamment, et pour recréer de l'événementiel. Voilà, un centre collaborateur OMS où j'ai beaucoup appris. Et je suis retourné après, j'ai aussi pris un relais château et je suis retourné après dans le groupe Bocuse. Et du coup, alors, quand on travaille depuis si longtemps dans la gastronomie, j'imagine qu'il faut être soi-même un petit peu gastronome. Léger. Il faut aimer les bonnes choses. Et voilà, alors il faut aimer les bonnes choses. Et du coup, d'où vous vient ce goût des bonnes choses? Est-ce que, et notamment de la grande cuisine, est-ce que ça vient de votre famille? Est-ce que ça vient de votre proximité avec ces grands chefs étoilés, enfin en tout cas Paul Bocuse? Est-ce que ça vient des bons petits plats de la cantine de l'Horte? Oui, c'était pas mal. J'en ai un bon souvenir, contrairement aux autres.
parce qu'on était beaucoup plus attentifs à la nourriture, au respect de la nourriture aussi, pour les plus religieux, sur le pain notamment. Et je rejoignais là cette passion pour la cuisine que j'ai appris de ma grand-mère, qui elle-même avait vécu la guerre, avec qui m'a éduqué, qui faisait des plats dingues, des plats dauphinois, et puis du couscous de ma nounou, voilà, avec les spécialités orientales, ou plutôt maghrébines qu'elle me faisait. Et donc, j'ai retrouvé ça aussi quelque peu à l'ordre, dans le respect du gaspillage, etc. Et des valeurs aussi plus tard de Bocuse, c'est-à-dire c'est l'ancêtre du bio, hein, c'est une cuisine de saison, dans le respect de la nature, c'est une cuisine de proximité, dans le respect de son voisinage, et la région Rhône-Alpes est un grenier. C'est le respect du travail bien fait. Voilà, ma grand-mère avait des techniques de cuisine que j'ai apprises plus tard, parce que la cuisine est aussi une alchimie, moins que la pâtisserie. La cuisine se vit par l'instinct, la pâtisserie, c'est au gramme près. Si vous vous trompez, c'est plus la même recette, c'est plus la même pâtisserie, le même sucré. Tandis que la cuisine se vit à l'instinct, et malgré l'instinct de ses mamans, de ma grand-mère, eh bien, elles avaient acquis des techniques sur les roux, par exemple. Je ne vais pas parler technique, mais le roux est un mélange de farine et d'eau, et plus on le fait avec la fécule qui permet de lier une sauce ou autre. J'ai vu ma grand-mère faire des roux blonds, des roux blancs, des roux bruns, plus ou moins cuits, sans qu'elle le sache. Et ces techniques-là, je les ai acquises, donc je les ai eues par instinct, comme ça, et j'ai mis des mots sur des gestes, des techniques sur des attitudes. Voilà, c'est aussi ça la cuisine. Et puis surtout le bon sens paysan que j'ai chevillé au corps, ou le bon sens agricole, certains que j'ai chevillé au corps. Voilà. Et du coup, vous en êtes arrivé à devenir aujourd'hui directeur général, donc associé du groupe Bocuse. Vous disiez aussi président de la fondation? De la Fondation Bocuse, qui était une des premières fondations d'entreprises de la région Rhône-Alpes, qui a été créée en 2006 par des amis de Paul Bocuse et par Paul Bocuse lui-même, qui voulait faire un don. Un étranger voulait faire une statue, ça a été fait plus tard, certes, mais une statue de Paul Bocuse. Et il a dit, écoutez, au lieu de donner de l'argent, il faut aider les apprentis. Voilà. Et l'apprentissage, c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai peut-être pas assez souligné le point, mais il y avait une vraie notion d'apprentissage à l'Orte. À l'époque où on ne valorisait pas les métiers d'apprentissage. On faisait une différence en France entre l'école bleue et l'école blanc, on va dire. Paul Bocuse disait, moi j'ai mon bac d'eau chaude, mon bac d'eau froide, ou mon bac -10, comme il avait l'art de faire des plaisanteries, d'être facétieux. Et il a voulu créer cette fondation pour aider les jeunes apprentis. Voilà, au lieu de faire cette statue, donner de l'argent aux apprentis. Il a réuni une vingtaine d'entreprises cofondatrices, en partant, on a évoqué tout à l'heure Alain Mérieux, qui est un fidèle ami de Paul Bocuse. D'ailleurs, c'est une amitié qui s'est transmise de génération en génération. C'est formidable d'avoir des générations qui font le même métier, quand la passion coule dans les veines. Je trouve ça dingue, ce qui est le cas des Bocuse, ce qui est le cas des Mérieux également. Et donc, cette fondation s'est créée autour de personnalités comme Alain Mérieux. Il y avait Abou Diouf à l'époque, patron de la francophonie, Alain Ducasse, grand chef étoilé. Nous avons actuellement Olivier Ginon, Jean-Michel Aulas qui nous aide avec sa fondation OL, pour ceux qui supportent l'Olympique lyonnais. On a Olivier Ginon, patron de GL Event, plus rugby, lui, il est sur le loup. On a de grandes personnalités et un engagement au quotidien par des ateliers pour les 12-15 ans, qui sont peut-être parfois en recherche d'idées professionnelles. Et on finance des ateliers avec souvent des retraités, des chefs retraités, pour qu'ils leur expliquent ce que sont nos métiers de bouche. Voilà. Et Paul Bocuse a souhaité que j'en prenne la présidence il y a 6 ans. C'était un sacré boulot. L'associatif, la formation, ce sont des engagements particuliers.
Et en plus, à côté de ça, vous dirigez donc le groupe Bocuse, qui est aussi énorme en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire C'est quelques... relatif, hein. On reste une entreprise artisanale, hein, puisque chacun de nos restaurants sont pilotés par un manager et un chef, hein. On s'est délégué, on vient d'intégrer dans notre capital 12 chefs, voilà, dans le cadre de la transmission. Moi, je suis un passage à témoin, je suis là pour les générations à venir, pour mon intérêt aussi, hein. Je ne suis pas de ceux qui font que de la bienfaisance. Je pense qu'on ne peut pas faire justement opposer le non-profit, l'associatif au business. Sans business, on n'a pas d'associatif, on n'a pas de non-profit, on n'a pas de belles choses. Donc il y a une réalité économique pour tout le monde, mais je suis là pour la transmission. Cette maison reste une maison Bocuse. Pour moi, Bocuse, c'est Chanel. Voilà, donc on a des entités de restaurants. Si on globalise toutes les sociétés, c'est vrai que ça fait quelques centaines de collaborateurs, mais je suis bien épaulé, on a bien organisé les choses, on a des services d'activités support qui nous soutiennent, et c'est avant tout un travail d'équipe. Et j'imagine que la crise sanitaire et les confinements successifs ont forcément eu des impacts sur votre groupe et sur vos activités, vos actions. Négatives, j'imagine, mais est-ce que ça a aussi créé chez vous de l'émulation, des initiatives vous avez réussi à rebondir, à trouver des initiatives un peu astucieuses pour mettre en place des actions peut-être un peu innovantes et, est-ce que ça vous aurait boosté aussi quelque part? Alors, ça fait qu'accélérer ce qu'on pensait déjà faire ou ce que je pensais avec Jérôme Bocuse faire, la digitalisation, sans être sous la domination ou le joug d'une structure extérieure. On souhaite conserver l'identité de la marque et la maîtriser. Et son savoir-faire du début à la fin, on a des difficultés à déléguer la livraison à d'autres sociétés, mais on n'a pas eu le choix. Donc, ça l'a accéléré. Ça a surtout, ça nous a permis de prendre du recul. Je ne souhaite pas qu'on soit dans la complainte. L'État français nous accompagne. Il pourrait le faire mieux ou différemment. Je crois que c'est nouveau pour tout le monde. Il faut avoir un minimum d'empathie. Bon, alors ils ont choisi leur poste, nos gouvernants. Ils sont engagés. Maintenant, je vois les difficultés à mon petit niveau que je peux avoir au quotidien pour cette chose qui est nouvelle. J'imagine celle du gouvernement. Et puis, je suis de ceux qui préfèrent l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence. Hein, j'ai appris ça d'Alain Mérieux et de Paul Bocuse. Je pense que c'est une crise qui a frappé tout le monde. Il y a des drames humains et mes pensées, bien entendu, vont à ceux qui ont perdu des proches. Mais il faudra rebondir. On s'est tous arrêtés au même moment, repris à des moments différents. L'outil industriel est là. La jeunesse est encore présente. Il faut penser à eux, qui se sont sacrifiés quand même pour nos aînés, pour peut-être moi-même aussi. Voilà, donc on va rebondir peut-être plus vite. Je pense aussi que la nature reprend toujours ses droits, la nature humaine également, hein, et que les gens ressortiront. On a une culture forte de convivialité, on est au cœur de l'Europe, qui nous a amenés par le bassin méditerranéen, par l'Est de la France, l'Ouest de la France, une culture forte où le Français aime sortir, aime se divertir, aime bien manger. On a un grenier, on ne connaît pas d'autres pays où dans quatre coins du globe, quatre coins du territoire, pardon, on puisse manger comme ça. Donc, je ne suis pas inquiet. Voilà, j'ai juste de la souffrance pour ceux qui venaient de se monter, les jeunes entrepreneurs, ou ceux qui peut-être étaient en fin de carrière. Je reste dans le domaine, bien entendu, de l'entreprise et pas des problèmes sanitaires qui me dépassent et des problèmes humains et familiaux et des drames humains et familiaux que le Covid a engendré. Et du coup, de ce garçon, de cet adolescent de 14 ans que vous étiez avant d'arriver à l'Orte, un petit peu, je pense, mal dans sa peau, qui est un peu dans une situation difficile, à votre situation aujourd'hui, directeur général associé du groupe Bocuse et puis président de la fondation Bocuse, est-ce que vous diriez que dans cette évolution, dans ce parcours, l'Orte a joué un rôle important? Vous savez, la vie, elle est faite de carrefours. Hein. Voilà. On fait des choix, certainement pas toujours les bons, je n'ai peut-être pas fait toujours les bons, mais on m'a orienté. Et puis,
au-delà de Carrefour, on m'a fait monter des carrefours, des croisements de chemin. On m'a fait monter des marches alors, sur la confiance en soi, voilà. Sur le regard bienveillant. J'en avais tout autour de moi, mais il fallait, vous savez, on a des familles tous formidables. La grande majorité en France, on a des gens qui nous aident, mais quand c'est des personnes étrangères dans le monde de l'éducation qui vous font confiance, qui vous accordent du crédit, ça vous rebooste. Quand pour dont je souffrais moi, je pense que la 3/4 des hommes manquent de confiance en eux, sinon on n'avancerait pas. Mais un dyslexique plus particulièrement, je pense, puisqu'il ne peut pas se faire confiance. Même il peut réviser 4 fois, il va faire un prénom. Voilà. Ou alors il faut qu'il arrive à se concentrer, à maîtriser. On ne va pas rentrer dans la technique, mais vous, pour aller chercher un mot dans votre esprit, vous allez le chercher par des lettres. Hein, voilà. Nous, les dyslexiques, on a des images devant les yeux et on doit piocher. Donc, si on n'arrive pas, ça fait entonnoir, ça se bloque et l'effet inverse se crée. Il a fallu que je le comprenne. Je ne me suis pas nécessairement fait aider. J'ai lu. C'est connais-toi toi-même, encore une fois. Voilà. Et l'ORT m'a aidé à reprendre confiance, c'est-à-dire je peux maîtriser ça. Voilà. Et on me fait confiance pour que je maîtrise ça. Peut-être que si je n'avais pas été à l'ORT, et c'est certain, surtout avec ce qui m'est arrivé humainement, après, j'avoue que le drame humain que ma famille a vécu m'a obligé vis-à-vis de mes parents à être bon élève. Et depuis votre départ de l'ORT, est-ce que vous avez conservé des liens avec l'institution, d'anciens camarades de classe, certains membres du personnel? Est-ce que vous êtes intervenu d'une façon ou d'une autre au sein de l'ORT? J'ai été parrain d'une promotion il y a quelques années. J'ai des liens directs et parfois directs avec l'organisation à Lyon. Et puis je suis passé à Paris, frappé à la porte. Un jour, j'avais du temps. J'ai échangé. Voilà, et je serai à mon petit niveau, toujours redevable. Et est-ce que vous connaissez d'autres personnes, des membres de votre famille ou des amis qui sont passés par l'ORT? Est-ce que vous-même, vous avez déjà recommandé, vous recommanderiez l'ORT? Je recommandais, en plus, je pense qu'elle a fait que la qualité de l'enseignement tel que je le perçois, elle n'a fait qu'augmenter à Lyon, en tous les cas, par les témoignages que j'ai vus. Puis, mais je n'ai pas eu directement à le faire, de recommandation directe pour le moment. Mais vous êtes le seul de votre famille à être passé par l'ORT? Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Horte France fête son centenaire. 100 ans au service de l'éducation, de la formation auprès des jeunes et des adultes de tous horizons. Et c'est une histoire donc, qui a été marquée, alors je ne sais pas si vous le saviez quand vous étiez à l'Horte ou depuis, une histoire marquée par le souci de venir en aide aux Juifs persécutés et réfugiés. Voilà, depuis… On se souvient. Organisation, restructuration, travail. Presque, c'était reconstruction, mais c'est ça. Ah, bah moi je restructure à reconstruction. Mince. Alors il faudrait que je potasse les archives. C'est ça. Et du coup, elles sont à Lille, visiblement, ou à Paris. Non, elles sont à Paris, des archives, exactement. Et du coup, sachant ça, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez à l'Horte pour l'avenir? Est-ce que vous comprenez un peu mieux, connaissant l'origine, l'élément fondateur qui est de venir en aide, de secourir une population persécutée, une population réfugiée par le travail, par l'autonomie par le travail? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous étiez à l'Horte? Oui, on a parlé des kibbutz, de Golda Meir, voilà, j'ai tout ça en tête. Mon père avait toujours beaucoup d'admiration pour ce qui avait été fait dans des zones arides et qui sont devenues presque des jardins d'Éden. Donc, j'ai conscience que le travail est important. J'ai forcément, par nature, avec ces difficultés que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup plus d'empathie pour les personnes qui sont plus faibles. Voilà. Et je pense qu'il faut savoir avoir c'est mon point de vue,
un esprit œcuménique dans tout ça, qui est importante sur des valeurs communes, plus que n'importe qui, à l'heure où les religions peuvent être politisées ou politiques. Voilà. Donc, il est important qu'une religion reste une religion, qu'elle amène des valeurs. Moi-même, je me sens assez religieux à certains égards. Je suis été pioché dans mes expériences, mais que ça reste dans un environnement laïque, de mon point de vue. Mhm. Alors, dans la période que l'on vit, je tiens à ces identités religieuses, mais dans un environnement laïque. Et alors, pour conclure, Pour moi, plus le moyen de s'exprimer. très bien. Pour conclure, pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot ce que l'Orte a représenté et représente pour vous, qu'est-ce que vous diriez? En termes d'éducation, une maman, c'est beaucoup, mais si l'Institut Paul Bocuse, Saint Thomas d'Aquin était mon papa, c'est des prénoms d'hommes, tout ça. Et Saint Thomas croyait que ce qu'il voyait, ou Estovir, soit un homme en latin. Pour être un homme, il faut une maman avant, et je pense à l'Orte. Voilà. Et à ces trois dames, j'espère me verront ou pas, et j'invite à prendre contact avec moi pour qu'on partage un moment, pas à travers une vidéo, mais un repas, pourquoi pas, ou simplement un thé, un café. Paul-Maurice Morel, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne continuation. Et puis bravo pour ce parcours magnifique. Il faut maintenir maintenant, c'est la devise des Hollandais, je maintiendrai. Donc on va essayer de maintenir malgré et que tout le monde revienne dans les restaurants, dans des lieux de convivialité. C'est important pour toute la filière également des bons produits.